Ah, c'est pas très loin. Allez, alors je regarde ce que j'ai. Alors pour vous, j'ai peut-être quelques pièces. Alors vous continuez dans les études comme ça. Vous êtes courageux. Moi je vous dis, vous partez en Nouvelle-Zélande tout de suite là-bas. Vous parlez français, il y a un maire français dans un bled, vous êtes sauvé. Ah bon? Ah oui, bien sûr, j'ai vu ça à la télé. Le gars il était représentant de commerce, il est parti là-bas, maire d'un village. Il accueille les Français à bras ouverts. Et le bouclier, quoi ça vous sert? C'est simplement pour faire joli. Ah bon? C'est un peu loin. C'est du fait Bon, attends, c'est léger, hein. Oui. Je n'ai jamais connu le monde sans Internet. C'était pour entendre cette phrase-là. Je dis juste cette phrase-là, alors. Non, tu dis le texte entier, sinon ça veut rien dire. Alors. Moi, quand ils disent alors en début de lecture, je leur fais payer 2 €. On a une super cagnotte à la fin de l'année. C'est clair. Voilà. Ah. Je suis né en 1995. Microsoft lançait Windows 95, système d'exploitation le plus populaire jamais connu. Amazon vendait son premier livre en ligne, eBay venait d'être lancé et Toy Story, le premier long métrage d'animation en images de synthèse créé. Je suis une enfant du numérique. Je n'ai jamais connu le monde sans Internet, l'époque de la pellicule, de l'image non instantanée et encore moins de la lanterne magique. Pourtant, j'en suis nostalgique. Plus précisément, j'aimerais avoir connu l'évolution de l'image depuis les boîtes optiques jusqu'à la réalité virtuelle et particulièrement sa mise en mouvement. Découvrir dans leur contexte et avec les enjeux de leur temps toutes les inventions ayant permis à l'humain de voir et de montrer. Ce n'est pas que je me sens en désaccord avec mon temps, au contraire, j'aime travailler avec les nouvelles technologies et je suis impatiente de découvrir celles à venir. Simplement, à la manière d'un chercheur, j'ai besoin de connaître ma matière première et la version numérique de l'image ne me permet pas de la saisir. Nous savons tous aujourd'hui à quoi ressemble l'Afrique, le Japon, l'Antarctique. Il nous suffit de taper le nom dans une barre de recherche ou bien d'ouvrir un magazine, d'allumer la télé. Le temps où le colporteur-montreur passait au village avec sa boîte optique sur le dos et quelques vues mal dessinées de Venise ou Rome est maintenant bien loin. Je pense qu'il y aura pas mal de clients présents, mais bon, c'est bien, Ouais. mais parce que, en fait, beaucoup de gens sont plus au centre auparavant dans la langue, le texte, mais je ne sais pas tout à fait du nom de l'interlocuteur en retour. On est 3 profs d'écriture sur 42 écoles d'art. Ouais. C'est quand même une drôle de proportion.
Non, mais les lignes ne bougent pas beaucoup, je pense, là, quoi. Mais l'autobus, il a monté la côte et il s'est arrêté en haut parce qu'il y avait une manif. Ah ouais ? Bah, il faut. Et donc, je vais enfin pouvoir faire parler Vincent Gérard sur son travail personnel. C'est l'inverse, c'est Non, parce que Mathis, il me demandait ce que tu me racontais à Sergi. Ah ouais? J'ai dit, bon, on se raconte rien. C'est vrai qu'on se voit On pas. va à la cantine. On va à la cantine. Matrice ou vortex qu'on veut. Ce qui intéresse bien entendu tous les étudiants de cette école, étant donné que c'est l'école européenne supérieure de l'image, la pratique de l'écriture ou les pratiques de l'écriture, de l'image, etc. dans ces champs du numérique, dans ces champs de voilà. Aujourd'hui, alors tous ces gens sont très concernés. Donc là, il y a plein d'étudiants qui font des choses complètement différentes, du cinéma, de la BD, des arts plastiques pour reprendre une terminologie un peu horrible, enfin voilà, des choses très différentes, de l'écriture, bien sûr, on a pas mal d'écrivains dans le coin. Donc il y a des gens, voilà, c'est une chose aussi qu'on privilégie dans cette école. Nous on essaye, en tout cas moi et puis quelques-uns, à se dire comment ramener aussi un peu ces étudiants dans une pratique de l'écriture, qu'elle soit la leur, quoi. Tu vois, c'est pas forcément strictement littéraire, mais en tout cas chacun est très préoccupé par ça. On va déjà commencer à s'alpaguer là. Voilà. Donc l'idée va être un peu comme ça, c'est un peu rock, hein, vous aviez compris. Donc là, il faut bosser, quoi. Donc là, les gens vont sortir de leur besace, leur petite recherche, et on va questionner. Chacun va faire sa presse revue tiers-livre, là, on est d'accord. Et dès que nous on trouve, il y a 4 responsables, enfin 4 piliers qui sont Andrea, Mathis, Yvain et Savannah qui est là. Donc moi, je suis en 5e année ici et je travaille sur les systèmes de narration et la relation du lecteur avec le contenu narratif et comment le lecteur active en fait le contenu narratif, et je travaille aussi sur des transmédias, etc. Voilà, et j'ai fait mon mémoire d'ailleurs, j'ai fait un livre facétieux jouable, mon mémoire, avec de la réalité augmentée et avec deux narrations construites un peu en miroir qui se croisent, figurées par les deux livres enfin les deux côtés du livre. Voilà, l'idée c'est vraiment d'expérimenter la narration dans plein de ses formes. J'aimerais bien que tout soit art. Voilà. Tout soit quoi? Art. J'aimerais bien que tout soit art. C'est un beau titre pour le Tumblr. Ah, Fury. 15 balles. Ah, waouh. Ils sont beaux là, les... Bon anniversaire. C'est ton cadeau. On a un enregistrement au milieu de la table, on continue. Mais donc en fait, ce micro-là, là actuellement il est branché au Zoom pour enregistrer, mais j'ai pas pu avoir le début d'ailleurs. Et en fait, on peut aussi brancher à l'enceinte pour faire des interventions amplifiées. On peut poser la simple question que je me demandais. Il me semblait en fait que le tiers-livre était un site qui existait, comme tu le disais Romain, depuis assez longtemps finalement, et pas uniquement depuis 2011. Et aussi ce choix en fait, ce mot, même si on imagine facilement, pourquoi avoir choisi cette expression de... Enfin, c'est pas une expression d'ailleurs. Ouais, c'est le titre d'un livre de Rabelais. Ouais. Donc la transition vers l'ordi, elle s'est faite en douceur. Et moi, mon premier Atari, c'était en 1988. Évidemment, Internet, le nom, pour moi, n'existait pas en 88, mais c'était un gros traitement de texte amélioré. Mais dès lors, ce que l'ordinateur changeait à la globalité des pratiques, et encore, c'était des trucs, mon premier disque dur, c'était postérieur, c'était 2 ans après l'achat de l'ordi, en 90, ça coûtait des blindes. Et il faisait 20 mégaoctets et je l'avais appelé Océan, tellement c'était grand. Alors évidemment, on parle beaucoup de traduction aussi dans le tiers-livre. Et moi, j'ai relevé celui-là parce que je l'ai lu. Alors, à l'époque, ça s'appelait Les montagnes hallucinées.
J'ai lu à l'époque des Montagnes hallucinées. Donc j'ai pas traduit les Montagnes hallucinées. Non, tout à fait. Donc traduit At the Mountains of Madness. Alors moi je voulais aussi en venir. Alors là ce sera les questions pour plus tard. C'est que je garde. On retraduit pas les vieilles traductions. Je garde en réserve quelques questions. Donc vous notez déjà un changement de titre. Et donc voilà, ça c'est la. Non, j'ai pas changé le titre. At the Mountains of Madness. Montagne de la folie, tout à fait. Ouais. Et donc qui était en fait. J'ai changé. La j'ai première. enlevé le at, c'était le truc. Oui, en fait ma proposition vraie c'était aux montagnes de folie. O-A-U-X, aux montagnes de folie. At the Mountain of Madness, j'aurais voulu une transcription complètement littérale, effectivement. Je pense que ça m'avait pensé, tu vois, au Guépard de Visconti, qui est un film, en fait, il n'y a pas d'original, en fait. Parce que tout est, comme tout est post-synchronisé en voix, tu vois, en italien, en anglais, en français. Enfin, les acteurs dans le film ne parlent pas tous italien, par exemple. Donc il y a une espèce de... En fait, le film, il n'y a pas de version originale, en fait. La version originale, elle est complètement anglaise, américaine, française, italienne... C'est formidable. Enfin, tout le cinéma italien des années enfin, toute la post-synchronisation qui va jusqu'au début des années 80. Il n'y a pas un film synchro, quoi. Donc c'est formidable. Donc ça veut dire quoi, la langue, le truc Il s'agit là, en fait, de la roue du monde du désir. Dedans, il y a le monde des humains, le nôtre, et 5 autres, parallèles. Les enfers, ici. Mais en fait, ces six mondes sont, en quelque sorte, pour chacun des enfers, avec différentes nuances. Donc à considérer déjà que notre monde humain a déjà le soupçon d'un enfer. Veillez aux Antilles, dans mon entier. Peut-être prenez les clés. Oui, mais il les a données. J'ai pris l'après-midi, j'ai posé l'après-midi. Parce qu'il n'y a pas de scripteur pour l'instant. Donc il y a des gens qui écoutent et qui peuvent taper. Regarde sur mon Instagram, ça rend bien. C'est très beau. Les mots sur lesquels j'ai accroché, c'est vers un écrire film. Je me suis demandé ce que c'était. Du coup, je suis allé voir un peu vers un écrire film numéro 1. Enfin, est-ce qu'un film peut être aussi une œuvre littéraire, ou est-ce que... et aussi, deuxième question, est-ce que un scénario peut être pris séparément d'un film comme étant une œuvre littéraire? Et je suis censé répondre brièvement. non, mais je te couperai. Vas-y. Je te couperai. Si je prends dans l'ordre, pour moi, l'atelier d'écriture, c'est quelque chose de live. Tu vois, le bonheur à Cergy, c'est que c'est 3 heures. Moi, je parle en général 40 minutes. Après, ils écrivent pendant 1 heure. Et après, pendant 1 heure, on lit, on performe, on essaye. Le truc, c'est presque un petit peu le contraire. C'est pas les donner des leçons au cinéma, surtout pas. C'est se dire... en quoi notre position narrative, notre éducation, regarder des films, nous conduit à percevoir ou écrire des formes narratives en littérature où il faut brusquer la littérature. La littérature, c'est un vieil art, en 2 mots, pardon. C'est très beau. C'est quelque chose qui a une inertie, ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, si je regarde le nombre de films où tu vois des films, des cinémas à l'intérieur, je pense à Terrorisme de Hitchcock, Rose pourpre du Caire, enfin pour rester dans les ultra classiques, le cinéma se cite lui-même dans son truc. Si tu cherches en littérature les livres qui utilisent ou qui se passent dans des cinémas, alors même que nos pratiques de spectateurs de films sont ultra courantes, c'est vachement plus rare. Ou par exemple, l'indicateur c'est Malcolm Lowry, au-dessous du volcan. Tu as une scène qui se passe dans le cinéma au Mexique, mais pourquoi ça se passe? Parce que pile il y a un orage, il n'y a plus de lumière, donc tout est arrêté. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis là aujourd'hui, alors qu'on est dans un déficit étrange sur la question du scénario. Enfin, je parle en Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est encore autre chose, et puis il y a plein de couches, quoi. Mais ce que tu dis là sur ces glissements, effectivement, tu donnes l'exemple
Duras, mais il y en a d'autres. Mais c'est-à-dire le glissement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le scénario. C'est-à-dire que le texte, il y a une espèce de va-et-vient comme ça dans la langue, quoi. C'est-à-dire que parce que Duras, elle était contre le cinéma. C'est génial ce qu'elle dit. L'homme atlantique, c'est quand même je veux éteindre le cinéma. C'est génial. Elle fait un film extraordinaire qui influence autant l'art contemporain que tout le cinéma contemporain. Enfin, c'est comme je sais pas. Mais je pense par exemple à un gars qui est mort l'an dernier. C'est un gars qui s'appelait Mark Baumer. C'est un gars de Providence, mais qui n'a rien à voir avec le monde Lovecraftien, qui était bibliothécaire et qui, en protestation à Trump, a décidé de faire une traversée des États-Unis côte est, côte ouest, pieds nus, et juste avec une GoPro. Et ça a duré, pendant 100 jours, on a suivi. Donc ma GoPro, je parle, je décris, j'engueule, je vois une enseigne de mauvaise bouffe, je vois une enseigne de machin immobilier avec famille blanc de blanc. Je prends ma GoPro, je monte le truc, je gueule, je crie, les bagnoles qui me passent, qui m'envoient de la pluie. Et là, pour moi, on est dans de la littérature, mais qui s'improvise à mesure qu'elle marche. Et j'ai plus besoin de romans. Et je sais pas, et en même temps, c'est de la narration. Le Mark Baumer, ça a mal fini parce qu'il y a une bagnole, a priori, un mec qui a voulu lui faire peur parce qu'un mec qui marche pieds nus au bord de la route, et il a été balancé par une bagnole. Là, en ce moment, on est en train de le traduire et tout ça. Donc, c'est en quoi ces expériences-là m'ouvrent des formes neuves de publication où j'ai pas besoin de mûrir et de déposer en livre parce que la publication peut s'installer dès la phase d'invention. That thing is killed, I guess. Today I'm eating some kale, some mushrooms, some blueberries, a couple mangoes, some beans, and then some salsa. Well, the rain's really coming down now. I just finished up eating, and I guess I'll just wait out this rain. I wonder how long it will last for. Well, I'm still here. I'm still just waiting. I guess now I'm charging my phone. I don't think this rain's going to stop, so I might just start walking in a few minutes, but maybe I just won't walk today. Maybe I'll just sleep here right on this pavement. All right, well, I'm out here walking in the rain. It's not raining as hard as it was. We now officially have a president who does not believe in climate change. He wants the world to burn so he can profit. We have a president who hates women, who discriminates against women, who physically abuses women. We have a president who hates minorities, a president who wants to make minorities suffer. We have a president who hates disabled people, a president who does not want to help people when they are in need. All he wants to do is profit. If you support this man, you do not support human life on this planet. Plain and simple, you do not support the future of Earth as a planet. To anyone that supports this president and his racist policies, you want to hurt innocent people that are suffering, come at me. Come at me. Oh, there's a Trump supporter over there. You're gonna laugh while people die, while the Earth burns. All my friends are snowflakes, proud to be a snowflake. Here comes a blizzard to save. Dans ta question, il y avait quand même du lourd, quoi. Oui, mais... Parce que tu as parlé aussi d'une chose sur la qualité littéraire du scénario aussi. Oui, mon mémoire, c'est une nouvelle de science-fiction, et puis le film... Et donc, en fait, j'ai écrit un peu en parallèle le scénario de mon film et cette nouvelle. Est-ce qu'un non-lieu peut exister ? Et si je pose cette question, c'est donc parce que cette discussion m'a fait penser, parce que... Qui commençait sur la traversée d'un pont, c'est une série qui s'appelle La Chambre double. Et en fait, le premier texte c'est assez compliqué parce que le pont est compliqué à traverser et il arrive qu'en fait, à la suite, il y en a 19, la série est encore en cours et en fait, on n'a pas traversé le pont. Et je voulais demander comment quelle différence vous faites entre vos publications écrites et ce que vous dites ou ce que vous écrivez à travers la vidéo, parce que pour moi, il y a quand même une grosse différence entre une matière physique posée sur le papier et une image à travers laquelle finalement vous laissez quelque chose de vous qui reste indépendant de vous après. Ça peut survivre sans vous. Est-ce que vous les re-regardez après, ces vidéos-là, par exemple, et est-ce que vous les publiez toutes sur le net pour qu'elles existent aux yeux des autres et pour vous aussi, ou... du coup, je voulais savoir un peu comment vous percevez cette forme d'écriture à travers YouTube, quoi, à travers tout outil vidéo et sonore et vidéo. Alors moi, je m'étais intéressée plus à vos posts sur Goldsmith. Et donc, dans une des vidéos sur les variations, vous avez dit en quelle période de son histoire la littérature aurait échappé aux politiques.
Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans, tant de morts et tant mieux pour l'information si les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif, était toujours anormal. Cataclysme naturel, bouleversement historique, conflits sociaux, scandales politiques. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible. Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève, ils sont intolérables 24 heures sur 24, 355 jours par an. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses ?» Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infra-ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plus tôt? Comment les débusquer? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue, qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne, ses lecteurs, en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères.